au moment où je démissionne, on te dit que c'est ça le point final, tu te dis mais trop cool la vie, mais génial, mais c'est incroyable et tout. Après, ça se fait progressivement, donc tu passes des étapes, et donc t'arrives là mature avec ton petit escalier que t'as monté. Et on oublie souvent quand on regarde le succès entre guillemets des autres personnes que tout ne s'est pas fait un jour du tout, tu vois. On voit toujours le point final, mais la première phrase, elle est toujours compliquée, en fait. On est forcément stressé quand on commence quelque chose, on est forcément en doute. Dans le futur, on se regarde dans le passé, on se dit, en fait, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Sauf que ça, on peut pas le savoir. Donc, il faut juste se dire aussi qu'on se lance aussi. Peut-être un jour, on se regardera en se disant, mais c'était pas la raison de s'inquiéter. Écrire un livre, c'est une forme d'entreprise comme une autre. J'ai eu la chance de pas échouer, en fait, la chance ou pas d'ailleurs, justement, parce que dans la vie, on échoue et du coup, c'est important de se dire que c'est possible d'échouer et de réussir après. Moi, j'avais réussi au premier coup et je me disais, en fait, c'est peut-être un coup de chance. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Quand j'ai lancé le podcast, Sophie a été parmi les premières personnes que je rêvais d'interviewer. J'avais découvert son parcours, car elle est l'héroïne d'un Pic Parole, l'un des super podcasts que j'aime tant réalisés par Pénélope Boeuf, que j'ai pu interviewer également. Sophie a un parcours hors norme qui lui a demandé beaucoup de courage. Nous avons fait cet enregistrement il y a désormais quelques mois. C'était l'époque des grèves où il faisait un froid polaire. Entre-temps, il y a eu du nouveau sur la sortie de son prochain roman. Je vous en parle à la fin de l'épisode. Avant de vous présenter Sophie et de lui donner la parole, j'ai toujours besoin de vous pour me permettre de faire connaître le podcast. Comment ? En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire. Si vous n'avez pas d'iPhone, mais un Mac, bonne nouvelle, vous pouvez le faire. Revenons-en à la merveilleuse Sophie. Après des études de commerce, elle a réussi à décrocher son premier CDI en tant que Junior Product Manager au Nouvel Ops. Mais cette vie n'était pas celle dont elle avait rêvé. Alors, à 25 ans, elle décide donc de démissionner pour écrire un roman. Son rêve était d'écrire et non publier un roman. Ce détail fait toute la différence, car après avoir fini son premier livre, elle le range dans un tiroir et reprend un nouveau CDI. Cette fois-ci, c'est l'entreprise qui lui dit stop. Sûrement un cadeau mal emballé de la vie, car c'est ce qui va la pousser à sortir au grand jour son manuscrit. Aujourd'hui, Sophie va publier son 2e roman d'ici quelques semaines. Mais je ne vous en dis pas plus. Bienvenue dans l'univers de Sophie Astrabi. Bonjour Sophie. Salut Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît ? Oui, alors c'est un dessin que j'ai acheté Place des Tertres à Paris. Et en fait, ça représente un bonhomme très minimaliste qui est au bout d'un petit fil dessiné aussi et qui se penche légèrement. Et ça donne l'impression qu'il va sauter ou pas d'ailleurs. Et j'aime bien ce dessin parce que déjà, c'est une grande page blanche avec presque rien dessus. Et donc ça laisse beaucoup de possibles et on se demande si ce bonhomme il va sauter ou pas. Et je trouve que c'est une belle métaphore de beaucoup de choses dans la vie, d'être au bout du fil et de décider son fil. Est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend, est-ce qu'on saute ou est-ce qu'on saute pas. Et donc c'est ce dessin que j'ai apporté aujourd'hui. Toi, tu as sauté le pas. Donc tu es devenue auteur. Avant de parler de ça, est-ce que tu pourrais nous raconter qui était la petite Sophie et d'où tu viens ? Alors, je viens d'Albi, c'est une petite ville à côté de Toulouse. Qui j'étais ? Alors, j'étais une petite fille assez casse-cou. Ça fait un peu bizarre de dire ça. Mais en gros, j'ai un grand frère. Je pense que ça a beaucoup joué parce que j'ai beaucoup voulu être à la hauteur de lui, de le suivre partout. J'ai aussi un cousin, donc c'était vraiment de toujours... pas qu'on sache que j'étais une fille ou que j'étais différente, qu'il fallait que je suive à tout prix. Donc, je me mettais beaucoup de défis. Très sportive. Quel type de sport ? J'ai fait du basket pendant très longtemps. J'ai fait un sport-études aussi. Un sport-études basket ? Ouais. Ah, génial. Ouais, j'ai fait ça en 3e. Donc, je suis partie en internat pour mon rêve. Ouais. C'était aussi un rêve d'une certaine façon.
Je me voyais bien devenir championne de basket et alors que pas du tout. Pourquoi du coup t'as pas continué? J'ai pas continué parce qu'en fait j'ai trouvé ça quand même assez dur, c'est-à-dire que donc l'internat c'est quand même dur et je faisais que ça en fait, je faisais du lundi matin, je partais de chez moi, je sais pas, il devait être 7h du matin, mon père me déposait, c'était à 1 heure de route. Et en fait, je passais la semaine où tous les jours j'avais des entraînements. Le jeudi 2 fois et après le vendredi on faisait 1 heure de route à nouveau vers Toulouse parce que mon club de basket était à Toulouse. Et donc là je me rentraînais, je rentrais chez moi, il était minuit et le samedi c'était mon jour off, le seul. Et le dimanche on repartait à travers la France parce qu'on était un champion de France pour jouer. Et en fait j'étais là, mais en fait je fais que ça et je n'étais pas une personne qui faisait que ça. Et puis c'est vrai que je me suis aussi rendu compte au cours de cette année que le basket en vivre, y arriver déjà à être assez forte, clairement je l'étais pas et que pour vraiment en vivre, il fallait être vraiment très 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 forte. Et donc assez vite, je me suis dit que c'était pas suffisant. Ouais. Et à ce moment-là, c'est génial que tes parents t'aient laissé écouter cette petite voix. Ils étaient pas d'accord. Non. On va le voir plusieurs fois. Ils sont pas toujours d'accord. Non, ils étaient pas d'accord. C'était vraiment compliqué de les convaincre. Et je me souviens très bien de ma mère une fois qui m'avait dit un peu en craquant, bon de toute façon tu fais ce que tu veux, parce qu'elle n'y arrivait pas à me faire. En fait, c'était compliqué pour elle parce que c'était ne pas me laisser faire quelque chose, c'était quand même dur, mais en même temps, elle avait pas du tout envie que je parte en sport et en internat à 14 ans. Et je me souviens aussi que pour prendre la décision, c'était pas facile pour moi. Et chaque jour, à partir du moment où on m'avait appelé pour me dire, on voudrait que vous veniez à notre sport-études, j'écrivais chaque jour sur un carnet, oui ou non. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et je me souviens que le seul jour où j'avais dit non, c'est le jour de mon anniversaire. Donc j'ai fait bon, ben j'y vais. Ça, c'est une belle histoire. Et qu'est-ce que tu faisais d'autre? Tu te disais, bon, à 14 ans, j'aimerais être basketteuse professionnelle. Est-ce qu'il y avait un autre métier où tu te disais, tu rêvais quand tu avais 6 ans? Non. Alors, j'ai rêvé de beaucoup de choses. Je sais que j'avais un journal intime et j'avais écrit dessus qu'un jour je voulais être écrivain. Ouais. Mais c'est une lubie comme une autre. Je voulais être aussi, qu'est-ce que j'ai voulu être? Vétérinaire. J'ai voulu être pompier. J'ai voulu être, plein de choses. En fait, j'ai pas un souvenir de m'être dit d'une façon sûre et certaine, c'est ça que je veux faire. Chaque jour, ça changeait un peu. D'accord. Donc là, tu te dis, bon, le basket, non. Donc tu recommences la filière générale. Ouais. Et donc tu fais une école de commerce. Ouais, alors plus tard, du coup, parce que... Entre-temps, il y a des étapes entre deux. Il y a le lycée. Avant le lycée, moi, j'étais cette personne qui, à 18 ans, ne savait pas du tout ce qu'elle voulait faire de sa vie et qui avait un peu loupé le moment où il faut faire ses vœux. Donc, j'étais assez perdue. Donc, j'avais beaucoup écouté les gens qui m'avaient dit, tu devrais faire ça. Parce que j'avais pas d'avis et que, enfin, c'est pas que j'avais pas d'avis, mais c'est que ça me paraissait fou de faire des choix si tôt dans la vie. Et tes parents, eux, ils te voyaient quoi? T'imaginer Alors, j'ai pas un souvenir qu'on parlait d'avenir de manière aussi claire. Je me souviens, ce que je dis souvent, c'est que clairement, on est une famille où faire des études c'était valorisé, parce que mes parents n'en ont pas fait. Ils font quoi tes parents? Mon père, il travaillait dans une banque, il était employé de banque toute sa vie. Il m'a dit de marquer employé de banque, alors que je pense qu'il faisait beaucoup plus que ça, mais ça me fait rire aussi de se dire juste employé, on sait pas plus que ça. Bon, bref. Et ma mère était responsable administrative. Et donc voilà, enfin, quand je dis qu'ils n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas le bac. Je me suis toujours dit que c'était une autre époque. Après, c'est un autre contexte, c'est plein de raisons. Ouais. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une option de pas faire d'études dans ma tête, en fait. D'accord. J'ai toujours voulu faire des études longues et j'ai toujours aimé ça. Ok. Apprendre. Mais je savais pas quoi faire. Donc j'ai fait d'abord un DUT à Toulouse et j'avais un grand objectif qui était de parler anglais à tout prix. Donc je tannais ma mère depuis mes 15 ans justement. Pourquoi l'anglais? Je sais pas, c'était un rêve d'ouverture vers le monde. Incroyable, voyage. J'ai toujours beaucoup voulu voyager alors que pour le coup ma famille n'est pas une famille qui voyage beaucoup, qui est très portée vers tout ça. Et moi, je voulais à tout prix faire fille au père. C'était ma grande obsession. Fille au père aux États-Unis, parler anglais. Et ma mère a dit non, quand t'auras le bac, quand t'auras le bac, quand t'auras le bac. Après, quand j'ai le bac, du coup, on fait autre chose. Ouais. Mais et avec le DUT, j'avais l'opportunité de faire une année de licence à l'étranger en Angleterre, et c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'était une sorte de rêve aussi. Ouais. Et donc voilà. Et après, là, on m'a dit, est-ce que tu ferais pas une école de commerce? Tu peux rentrer en parallèle.
Et donc j'ai fait bon ben ok, je passe les concours et en fait là t'as dû convaincre encore tes parents. J'ai souvenir que tu m'as dit un jour qu'on a ton chéri de l'époque avait fait un tableau qui est toujours Excel avec mon mari, que ton mari aujourd'hui. qui m'avait fait un tableau parce que lui du coup il avait plutôt une famille où l'option de l'école de commerce c'était une option. Et lui, donc, il était plutôt convaincu. Et il m'avait fait un tableau Excel des coûts que ça représentait si on les échelonnait, combien ça reviendrait à mes parents, les aides qu'il pouvait y avoir. Et il m'a dit, tu verras, c'est quand même un bon investissement, ce qui est vrai. Et enfin, plus ou moins, mais en tout cas, c'est un cursus qui m'a apporté beaucoup. Et donc, je l'avais présenté à mes parents. Et donc, mes parents, qui sont quand même des gens qui ont toujours dit oui quand c'était... pour se réaliser quand même. Enfin, ils nous ont soutenus. Je sais que je pense souvent aussi qu'un jour je leur avais dit que je voulais faire du cheval, ce qui est pas du tout dans notre famille quelque chose qui se fait. Et je sais que ma mère n'était pas pour. Je vois avec le recul, j'ai un souvenir et tout. Elle m'avait dit OK, alors que ça coûte quand même de l'argent faire du cheval et tout. Et je me souviens très bien que quand elle m'avait dit si t'es pas sûre de vouloir faire du cheval, surtout, ben on arrête, tu vois, genre t'es pas non plus. T'es pas obligée de persister. Et donc voilà, donc bref, et donc mais à partir du moment où j'avais dit ça, ils étaient plutôt toujours en me soutenant. Voilà. C'est chouette. Donc là, l'école de commerce, tu commences, tu te fais embaucher. Je me fais embaucher. Alors j'étais un peu stressée de pas y arriver, de pas trouver de boulot, donc j'en trouve une offre en tout cas au Nouvel Observateur. Et moi je trouvais ça bien, le Nouvel Observateur, parce que j'ai quand même toujours aimé l'écriture, quoi qu'on dise, quoi que je dise, parce que personne ne dit rien. Ouais, c'était pas, c'est quelque chose dont on parlera après, mais c'était pas quelque chose où les gens te disaient ah mais qu'est-ce que t'écris. Les gens t'ont jamais dit qu'est-ce que t'écris bien. Non, enfin bien sûr qu'on a le souvenir. Enfin, moi, j'avais le souvenir au collège d'adorer le moment rédaction. Je suis là, mais c'est génial qui a inventé cette matière, cette partie du français. Donc, j'ai toujours été plutôt cette personne-là qui écrivait plutôt bien, mais après de là à m'imaginer écrire un livre, non. Voilà. Et donc voilà. Et donc j'ai un peu foncé tête baissée en me disant j'ai surtout pas envie d'être au chômage, j'ai surtout pas envie de revenir chez mes parents. Et donc voilà. Et en fait, c'était assez déceptif parce que c'était pas à la hauteur des stages qu'on peut faire parfois en école de commerce où on nous responsabilise pas mal. Et en fait, j'avais une impression de retour en arrière. Et donc surtout, il y avait aussi des valeurs qui me correspondaient pas vraiment et beaucoup d'exécution. Et je me disais, mais c'est fou, mon cerveau va s'atrophier si je continue là-bas. Et à quel moment tu t'es dit pourquoi pas moi? Alors c'est un processus qui est plutôt lent en fait dans le sens où on prend pas moi en tout cas je prends pas des décisions aussi fortes de démissionner, puisque c'était ça la question, de démissionner sans avoir un peu analysé la situation. Puis c'est vrai que on a aussi autour de nous des gens qui nous disent mais t'as signé ton CDI, est-ce que tu veux te lancer dans tout ça? Et donc moi t'étais jeune. Ouais, j'avais 25 ans je pense, c'était mon premier boulot. Et donc c'était ça aussi ton premier boulot. Donc je me disais souvent est-ce que t'es pas en train de surréagir aussi, de te dire un premier boulot c'est toujours tu te démarres doucement. Souvent je fais le rapprochement avec quand on est à la maternelle, en grande section, on est les grands de l'école. Et en fait, l'étape d'après, c'est d'être les petits du primaire. Et après, on est les grands en CM2 et on devient les petits du collège et ainsi de suite. Donc là, c'est juste, je suis la petite du monde professionnel. Prends juste ton mal à patience. C'est normal qu'au début, on te donne pas le plus grand rôle de la Terre. Juste attends un petit peu et puis voilà. Et puis, on me l'avait un peu dit aussi, Sophie, est-ce que t'es pas une éternelle insatisfaite? Ça va pas. Laisse le temps au temps. Donc j'ai un peu laissé le temps au temps, mais à côté je commençais quand même à réfléchir à quelque chose qui a plus de sens. Je sais pas si je me suis tout de suite dit Sophie, est-ce que tu vas écrire un livre? Je me suis surtout dit ce que tu fais c'est hyper décevant, t'es pas heureuse, t'es pas fière de ce que tu fais. De quoi tu serais fière? Et en fait je me suis dit que c'était un rêve d'écrire un livre et c'est comme ça que je suis arrivée à ce point-là. Donc là, tu t'es dit, je vais commencer à écrire un blog pour pouvoir voir si tu pouvais avoir la rigueur d'écrire régulièrement. La rigueur, parce que j'ai envie de faire plein de choses dans la vie en général et que je les fais pas pour autant. Beaucoup de gens sont comme ça. Je pense que c'est un peu la nature humaine. Donc d'aller au bout des choses, c'est déjà pas, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Est-ce qu'on en est capable ou pas? Et puis j'avais aussi la peur de pas réussir à être lue.
parce que je trouve que c'est très intime d'écrire. Et puis quand on nous critique sur ce qu'on a écrit, on nous critique assez fort sur la personne qu'on est, puisqu'en fait les mots c'est ce qu'on pense, ce qu'on pense c'est ce qu'on est. Et donc je me disais, il faut que tu sois capable d'être lu, parce que si on parle d'écrire un livre, moi je me suis jamais dit j'écris un livre que pour moi, que pour me prouver moi-même ce que je suis capable de faire. Moi je me suis dit j'écris un livre et des gens vont le lire, même si c'est que ma mère ou mon père. Donc il fallait que ce soit quelque chose de possible d'être lu. Et à l'époque, donc aujourd'hui, Sophie Astrabi, c'est un pseudo. Tu écrivais sous ton nom, ce blog? Non, je sais même pas comment j'avais trouvé ce nom. J'avais appelé ça Vernis et Brocoli. Et il y avait une genre de punchline nulle. Dans la vie, tout n'est pas verni, je crois. Et donc voilà, je sais pas comment ça m'était venu, mais bon, c'était juste une plateforme comme une autre, un support comme une autre, donc voilà. Donc là, tu lances ton blog, les gens commencent à lire et te faire des retours en disant c'est super. Ouais. Tu vois que tu y arrives. Et qu'est-ce qui fait que tu vas voir ta boss et tu lui dis je démissionne? Alors, j'ai pas un souvenir d'une goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais ça devait être sûrement un peu ça. Ça devait être un jour qui m'a plus saoulé qu'un autre, je sais pas. Sachant que pour moi, c'était hyper dur d'aller voir ma boss. Enfin, je suppose que ça allait être dur pour beaucoup de gens, mais moi, je trouvais ça une montagne d'aller la voir. Surtout qu'on m'avait fait confiance en me proposant un CDD puis un CDI. Donc je me disais, est-ce que c'est pas d'une certaine manière trahir leur confiance? Et puis, c'est pas dans ma nature, ni dans ma culture, ni dans mon éducation de démissionner ou de laisser tomber. Et donc, quand je suis allée la voir, en plus, je me suis dit, il faut que j'obtienne une rupture, en fait. Et je sais que je suis pas très bonne en négociation, donc je suis arrivée, je lui disais que je voulais une rupture, elle m'a dit non, et j'ai dit d'accord. Ok madame. Ok madame, pardon, excusez-moi, merci beaucoup. Et donc voilà, et après c'était parti. Et quand tu as décidé du coup de démissionner, comment l'a vécu ton entourage? Alors, il y a l'entourage, on va dire le cercle un peu éloigné qui, lui, trouvait ça génial. Quel courage, bravo, suis tes rêves, suis tes passions, trop bien. Et puis, l'entourage plus proche où, j'avais pas démissionné sans en parler à mes parents. On en revient souvent, on dirait que j'ai 18 ans. Mais en gros, ça a été important pour moi que mes parents ils soient quand même d'accord. Parce que, comme je le disais, ils m'ont soutenue dans beaucoup de choses. Ils m'ont payé mes études, même si c'était un effort financier pour eux. Donc, je me voyais mal dire merci beaucoup d'avoir fait des efforts et de vous être un peu serré la ceinture. Mais en fait, non, quoi. Moi, je vais juste écrire un livre. Et donc, je voulais qu'ils soient quand même assez d'accord. Donc... quand j'ai démissionné, ils étaient au courant, donc ils m'ont dit ok, vas-y maintenant fonce. Mais c'est vrai qu'au début ils étaient complètement mais quelle idée, comment on peut avoir l'idée de démissionner d'un CDI? C'est ce qu'ils te disaient? Ouais, c'était ça, c'était mais en plus pour eux le nouvel Obs c'était bien, mais pour tout le monde c'est très bien. C'est juste que le poste que j'avais, l'équipe, le domaine, plein de choses. L'équipe était très sympa et tout, mais je veux dire, c'était juste. C'était pas ce qui t'animait. C'était pas ça, ouais. Donc là, tu démissionnes, tu vas écrire un livre, mais tu sais pas sur quoi. Je sais pas sur quoi. Donc, j'étais à Paris. Comme j'ai pas eu ma rupture, j'avais plus de revenus financiers, donc je me suis dit, je rentre chez mes parents. Et puis t'avais pas eu le temps d'épargner pendant plusieurs années. Non, voilà. Et puis, je pense qu'il faut beaucoup épargner. Voilà. Et donc, je me dis que je rentre chez mes parents pour écrire, mais je me dis entre le Paris et Albi, du coup, est-ce qu'on ferait pas une petite transition, histoire de se mettre les idées en place. Et donc j'avais un ami qui travaillait à Marseille, donc je suis allée le voir en me disant c'est un lieu neutre en fait, Marseille, que je connais pas, ça va un peu faire sas de décompression. Et donc je suis allée là-bas et en fait j'y réfléchissais beaucoup parce que je me disais maintenant ça y est, j'ai démissionné, donc il va falloir trouver l'idée. Et en fait en faisant une marche dans les Calanques, je sais plus comment j'en suis venue à me dire, en fait, ce que tu as vécu là, cette pression que peut y avoir de l'entourage de pas démissionner, de démissionner, la pression aussi, j'avais 25 ans, donc il y a aussi la pression aussi, faut être en couple un petit peu, commencer à une époque, avoir 25 ans, il fallait être une jeune fille mariée avec des enfants, et qui est pas si lointaine. Et donc voilà. Et donc, Catherinettes. Les Catherinettes, c'est à ça que je pense. Et donc je me pensais à cette pression sociale et que parfois on préférait se tourner vers son passé et s'accrocher à des trucs plus sûrs que de voir l'avenir en se disant en fait peut-être que la solution elle est dans le futur, quoi. Et c'est un peu l'idée que je développe dans mon livre
voilà, est-ce qu'on se tourne vers son passé ou est-ce qu'on se va vers son futur Et on saisit les opportunités. Voilà, c'est ça. Donc là, Marseille, t'as l'idée, tu rentres chez tes parents pour écrire après. Et comment ça se passe ton quotidien? Hyper sérieux comme quotidien, parce que c'est vrai que j'avais l'impression de faire quelque chose de totalement fou, de hors sentier battu, et donc je voulais avoir un cadre, et c'est vrai qu'on est hyper dans nos vies, je trouve, on est très conformé à des choses, donc on apprend à se lever le matin à 7h, à commencer le travail à des heures précises, à s'arrêter. On sait très bien qu'en fait, si tu pars du travail à 17h50 ou si tu pars du travail déjà à 18h10, ça change tout, alors qu'il y a 20 minutes entre les deux. Enfin, même si ça reste tôt, bon bref, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais besoin de ce cadre-là, donc je me levais tous les matins, je m'asseyais à une table avec mon ordinateur, et en fait, je faisais même ma semaine des 5 jours en me disant il me faut des jours off comme tout le monde pour aller aussi prendre l'air, parce que c'est quand même assez solitaire comme métier. Ouais, oui, t'es toute seule face à ton ordinateur et toi-même. Ouais, et puis ça me rassurait donc d'avoir ces horaires-là, parce que je me disais je fais quelque chose en fait. Et puis même mes parents qui pouvaient passer à côté, ils me voyaient assise en train de travailler, donc je me disais c'est une sorte c'était un gage de sérieux. Et puis c'est vrai que je disais à tous les gens que j'écrivais un livre, mais je voulais y arriver, donc je voulais que déjà je paraisse y arriver et qu'en plus j'y arrive, quoi. Ouais, que tu voulais montrer que tu te donnais les moyens. Ouais, c'est terrible, parce qu'en fait même dans ça, on se retrouve face à une pression sociale, en fait. Ça s'arrête jamais, en fait. C'est un vrai sujet, je pense, le regard des autres, et même j'en parlais ce week-end avec des amis, on disait même avant, c'était juste l'univers professionnel, et même maintenant, les amis vous regardent avec un regard de qui tu es par rapport à ce que tu fais, en fait. Ouais. Mais ça s'arrête pas, dans le sens aussi que même aujourd'hui, en étant quelqu'un qui écrit, déjà, quand est-ce que je vais dire que je suis écrivain? Vraiment, je sais pas. Et en plus, c'est vrai que c'est pas une structure, en fait. C'est toi, chez toi, devant ton ordinateur. Et ça m'arrive assez souvent qu'on me demande, mais c'est quoi ton vrai métier? Ou qu'on me demande aussi, mais est-ce que tu peux venir m'aider? Alors que, par exemple, à déménager un mercredi à 14h, enfin, des choses comme ça. En fait, non, c'est... Ouais, c'est ce que dit Pénélope de l'épisode 1, où elle dit, mais en fait, les gens, ils pensent que je travaille pas, mais en fait, je travaille finalement plus que eux. Mais c'est juste que c'est pas le même cadre, c'est pas métro boulot dodo, quoi. Ouais. Et puis c'est aussi parce que dans la création, il y a une partie réflexion. Donc en fait, parfois, et ça moi j'ai du mal à me l'autoriser, en fait, de me dire, parfois tu vas aller au cinéma pour te servir, tu vas lire un livre pour te servir, tu vas t'asseoir sur un banc et rien faire, juste réfléchir, essayer de mettre ton esprit à zéro pour réfléchir. Et ça, c'est hyper dur de l'assumer et de se sentir légitime que ce que tu fais là, c'est une forme de travail, en fait. Donc là, t'écris ton livre, c'est super. Enfin, c'est super. Je pense pas tous les jours. Il y a des moments, j'imagine, plus difficiles que d'autres. Et tu commences à te dire, tiens, j'aimerais bien gagner un peu d'argent. Donc là, tu retournes à Marseille. Ouais. En fait, je me disais aussi, oui, il y avait côté argent, parce qu'au bout de 5 mois à peu près, voilà, il y a quand même si mes parents m'offrent le gîte et le couvert, on a d'autres envies. Et puis il y a aussi que je trouvais ça hyper isolant, et que j'étais quand même à Albi, et que il y a beaucoup de mes amis qui sont aussi partis, moi j'étais un peu seule. Et donc mon ami de Marseille qui travaille dans un Monoprix me dit si tu veux viens faire fromagère. Donc je suis partie à faire fromagère. En plus ça m'allait bien parce que c'était des horaires qui faisaient soit je travaillais très tôt le matin jusqu'à plutôt début d'après-midi, soit l'inverse. Donc en gros j'avais des plages encore pour écrire. Et en fait aussi ça permet de cadrer encore plus parce qu'on écrit dans l'urgence. En plus comme j'étais à la fin, je me disais c'est le dernier sprint final, donc c'est bien que j'ai pas des journées de 24 heures pour écrire. C'est plus court, donc c'est plus condensé, c'est plus intense. Voilà. Et là, quand t'es fromagère, tu discutes avec des clients de Monoprix. D'ailleurs, j'aurais pu être ta cliente ayant vécu à Marseille. Et comment ils réagissent les gens? Ce qui est drôle, c'est que je ne dois pas avoir une tête de fromagère à temps plein, parce que souvent les gens me disaient, déjà ils me disaient vous êtes étudiante? Je suis là, non, en fait, j'ai écrit un livre, et donc en fait, forcément, c'est une histoire assez sympa à raconter, donc les gens sont assez... c'est drôle d'avoir une fromagère qui écrit un livre, en fait, je pense. Donc voilà, donc on discute pas mal, et puis c'est rigolo parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui me donnaient des conseils. Alors, il y avait de tout, bien sûr, mais il y avait quand même des bons conseils, comme un monsieur qui m'a dit, il faut que vous protégiez votre manuscrit une fois que vous l'avez écrit. Donc, ce que j'ai fait. Ça veut dire quoi, protéger son manuscrit? C'est l'inscrire à la SACD, je crois, dans mon souvenir. D'ailleurs, j'ai
j'ai eu reçu l'autre jour pour me dire que ça expirait la protection et donc c'est juste se dire que quand on l'envoie après à des maisons d'édition, il peut rien se passer. Après, j'ai aucun recul sur ça. Je sais pas du tout si c'est utile ou pas. En tout cas, je l'ai fait parce que ça coûte 20 €, je crois, et que ça n'était pas très engageant. Et donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit qu'ils écrivaient eux aussi un livre. Ouais. Et j'en parle souvent parce que je trouve que quand on se met dans une entreprise aussi grande, on est rassuré aussi de se dire que c'est exceptionnel dans le sens tout le monde ne le fait pas parce que en fait, si tout le monde le fait, ça perd un peu de son énergie qu'on se donne aussi. Et en fait, c'était assez perturbant d'entendre des gens se dire moi aussi j'écris un livre, alors qu'énormément de personnes écrivent un livre en France. Ouais. De plus en plus d'ailleurs, c'est un truc qui me surprend. C'est maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent moi là j'ai écrit un livre. Après c'est génial, mais c'est puis, après des romans un peu moins quand même. Ouais. Et puis il y a l'intimité, il y a le livre qui reste dans le tiroir. Enfin moi pour le coup il est resté 2 ans dans le tiroir aussi, parce qu'une fois que je l'ai eu fini, je me suis dit bah en fait trop bizarre. Pendant 5 mois je dis aux gens j'ai démissionné pour écrire un livre, et maintenant cette phrase elle doit changer puisqu'il est fini. Ouais. Et en fait ils te disent si tu dis j'ai écrit un livre, on est déjà plus dans l'action. Donc on te dit ok t'as écrit un livre, mais c'est quoi maintenant ton actualité? Et en fait, du coup, je me suis dit, bah c'est vrai, qu'est-ce que je fais maintenant? Et qu'est-ce que j'en fais de ce livre? Ouais. Et en fait, c'est hyper flippant parce que tu te dis, il faut l'envoyer à des maisons d'édition. Sauf que ce que je dis aussi, c'est que j'avais réussi à écrire un livre, et la prochaine étape, c'était l'échec sûrement de l'envoyer à des maisons. Enfin, l'envoyer, j'aurais réussi, mais en tout cas, l'échec possible. Et donc, c'était assez frustrant de se dire. Que quand je disais que j'écrivais un livre, tout le monde était hyper enthousiaste et tout, et que j'allais passer à l'étape où en gros j'allais dire je l'ai envoyé mais j'ai aucun retour, et en fait il sera jamais publié, et c'était un peu dur quoi, c'était dur d'affronter ça. Et donc j'avais peur du refus clairement, donc peur de l'échec comme tout le monde, et donc j'étais un peu dans une période je fais rien, et c'était naze, mais voilà ce que j'ai fait. C'est comme ça que et donc là tu dis je le laisse dans un tiroir. Je laisse dans un tiroir. Tu l'as fait lire à des personnes? Je l'ai fait lire. Alors ça aussi c'est assez frustrant parce que quand on le fait lire à ses proches, qui s'ils nous disent que c'est bien, on se dit bah ouais mais bon c'est nos proches, donc ils ont trouvé ça bien, c'est normal, ils sont gentils. Et si on le fait lire et qu'ils nous disent rien, parce qu'il y a des gens aussi que c'est pas facile de lire sur un ordinateur, c'est pas facile de lire un livre en entier pour plein de gens, c'est pas facile de lire sur des feuilles volantes, donc il y a plein de gens qui ont un peu perdu le courage. Et puis c'est vrai que ça reste un livre, c'est abstrait, tu vois, c'est pas un livre avec une couverture et tout, donc beaucoup de gens se disent oui bon ok je vais le lire, et puis je pense qu'il y a des gens qui le lisent pas. Et donc c'est dur de se dire oui c'est vraiment bien et ça vaut le coup. Donc moi je suis plutôt peut-être sur le coup voir le verre à moitié vide, tu vois. Et donc me suis dit il est pas si bien que ça ce livre. Ouais. Et donc on le met dans un tiroir. Oui, parce qu'il y a aussi, enfin c'est trop bête, mais l'envoyer à des maisons d'édition c'est aussi une démarche, parce qu'en fait il faut déjà il faut l'imprimer, mine de rien ça coûte vite de l'argent aussi. Il faut le mettre dans une enveloppe, le poster, donc ça aussi de l'argent, faire une lettre de motivation. Alors ça c'est du temps où je te dis pourquoi mon livre irait dans cette maison d'édition plutôt qu'une autre. Franchement moi j'étais pas une experte et je n'avais aucune idée, donc je savais, franchement moi en tant que lectrice avant je ne faisais pas attention aux maisons d'édition, alors que c'est vachement important, parce que certaines maisons d'édition, elles ont des livres qui sont totalement différents d'autres, et puis on sait que il y a une espèce de ligne éditoriale, j'imagine. Et puis même une qualité qui peut être différente entre certaines maisons d'édition. Et donc c'est fou. En fait, finalement, il y a des gens qui te diront écrire un livre, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de l'envoyer à des maisons d'édition, mais après c'est chacun qui le vit. Ouais, mais après franchement, c'est un peu de lâcheté, tu vois. Enfin clairement fuir l'échec, c'est ça, parce qu'en fait moi tant que je m'étais dit l'objectif c'est d'écrire un livre, parce qu'en fait c'était ça mon objectif tout le long, c'était écrire un livre et c'était pas être publié. Donc je m'étais pas confrontée à quelque chose qui était pas, enfin je veux dire l'envoyer des maisons d'édition, on ne maîtrise pas. Ça veut dire que ça va arriver, et puis la décision, c'est pas la nôtre. Mais réussir à écrire un livre et aller au bout, c'est notre propre décision. Donc, je m'étais dit... parce que moi, je voulais aussi écrire un livre, parce que je me disais, t'as jamais rien fait de A à Z dans ta vie. C'était aussi ça, en fait, quand j'ai démissionné, parce que j'avais l'impression, mon travail, déjà, il est pas hyper valorisant. Je trouve que je m'ennuie, que c'est pas cérébral. Puis c'était aussi, il y avait beaucoup de... Quand je dis que ça me... Pas fier, c'est que c'était acheter des produits en Chine, les revendre plus cher. Enfin, c'est pas ce qui m'intéressait, et encore moins aujourd'hui. Et donc, je me disais, qu'est-ce qui te rendrait fier, mais aussi de quoi tu serais fier dans le sens intérieur de réussir de A à Z quelque chose. Et ce que je dis souvent, c'est que dans notre vie, on fait beaucoup de
petites parties de choses. Par exemple, en école, on fait la présentation sur un sujet, mais on fait que le grand A, petit 1, petit B, et puis ton copain, il va prendre la suite à l'oral devant le tableau, enfin tout ça. Et puis on fait des stages de 6 mois dans une entreprise, donc on fait que passer. On fait des semestres en Erasmus, pareil, on fait que passer. Et qu'est-ce que je fais seule, moi, sans l'aide de personne? Il y avait un peu d'ego aussi, et puis de se mettre face à soi-même. Et en fait, il y avait rien. Et j'étais là, s'il le faut, je ne sais pas faire quelque chose en entier. Et pour moi, un livre, c'était vraiment me confronter à moi-même, tu vois, d'aller au bout des choses et de demander de l'aide à personne. Enfin, si un petit peu, mais pas tant que ça, en fait. Et dans ton entourage, il y a personne qui t'a dit, mais t'es folle, ton livre, il est écrit, tu le laisses dans le tiroir? J'ai pas un souvenir, j'ai pas trop de souvenirs de ça, parce qu'en fait, après, la vie s'est vite enchaînée. Je me suis dit, il faut que je retrouve un travail. Du coup, je reviens en marketing. Et puis la vie, enfin j'avais fait prof parce que je m'étais dit j'aime pas travailler en entreprise en fait, donc j'ai fait prof d'anglais parce que comme j'étais partie en Angleterre, je savais parler anglais et c'était trop bien, mais pareil c'était pas très bien payé parce que j'étais vacataire et je me dis en fait cette vie elle peut pas durer indéfiniment d'être ce genre de saltimbanque et donc il fallait que je gagne de l'argent et donc je trouve un emploi et puis après on est passé à autre chose et puis le sujet livre n'était plus. Tu pensais plus? Pas trop, je crois. T'écrivais plus? J'écrivais plus, je crois, non. Enfin, peut-être que si, mais j'en sais rien. C'est vraiment une période un peu... Non, parce que j'étais hyper investie dans le travail que j'avais commencé. Je me disais, moi, justement, j'avais commencé en CDD. J'étais là, je veux un CDI. Enfin, bizarrement. Ouais, la stabilité. Ouais, après, t'es obligé parce que CDD, ça s'arrête. Et si ça s'arrête, ça veut dire qu'il faut aller ailleurs aussi. Donc, c'était plus te dire, je veux quand même continuer de travailler. Donc voilà. Donc, en fait, j'étais dans d'autres objectifs. Et l'objectif livre, il était vraiment... mis de côté. Okay. Voilà. Et en fait, dans cette entreprise, ça s'est pas hyper bien passé pour d'autres raisons, parce qu'il y avait un changement de managérial et que c'est quand même des drôles de personnes. T'avais eu ton CDI? J'avais eu mon CDI. Alors, j'ai eu CDD, deuxième CDD, période d'essai CDI et CDI. Et en fait, et après, on m'a fait comprendre qu'on voulait plus de moi. Donc c'est super difficile. C'était très dur parce que, on se dit, parce qu'en plus c'est pas fait de la bonne façon, parce que c'est pas genre on veut plus de vous, on va faire une rupture, merci, au revoir. C'était genre non, on veut la faire craquer et que comme ça elle quitte son boulot et puis on n'a rien à payer, puis tout ça. Donc c'était vraiment dur parce que c'était vraiment, mais c'est la cour d'école. Enfin, et donc en fait ça s'est arrêté. Et puis il y avait aussi que mon copain vivait à Lille et je me suis dit c'est l'occasion de se retrouver parce que finalement t'as réussi à faire en sorte que rupture. Ouais. Là, attends, c'était la première fois, j'assume le fait de vouloir écrire un livre, mais là, c'est leur problème. En fait, c'est eux qui, enfin, je veux dire, c'est pas correct. Puis. Et là, du coup, émotionnellement, tu t'en vas. Bon, cette fois-ci, t'as le chômage, mais par contre, émotionnellement, t'es quand même mais moi, hyper, j'en pleurais encore il y a pas très longtemps. Chaque fois que j'en parlais, et puis je me disais, en fait, je suis nulle. Je trouve d'être virée d'une entreprise, parce qu'en fait, on peut dire que c'est une rupture, mais bon, en gros, je t'ai virée, quoi. C'est hyper dur. J'avais pas une expérience folle. J'avais fait 2 ans dans un nouvel ops où en gros je savais pas ce que je valais parce que je trouvais que c'était voilà. Puis après j'avais fait un peu pro d'anglais, j'ai écrit un livre, j'ai fait fromagère à Monoprix, chez Monoprix. Qu'est-ce que je vaux Enfin moi ce que je me dis souvent, je sais pas travailler, tu vois. Donc en termes de confiance, c'est quand même le fond du fond. Et donc voilà, et puis bon, j'ai ma rupture et je me dis c'est un nouveau départ aussi. Ça faisait longtemps que j'étais avec mon copain et je me disais c'est aussi l'occasion de se rassembler. Et donc je suis allée à Lille et c'est là qu'il m'a dit, et là je me suis dit démunie, je fais plus rien de ma vie, mais qu'est-ce en fait j'ai plus d'objectifs parce que j'étais dégoûtée de l'entreprise et puis j'avais plus de rêves, je les avais tous balayés ou faits ou je sais pas, bon bref. Et puis t'étais peut-être dans un état d'esprit où en fait finalement t'avais plus confiance en toi et puis finalement t'avais juste besoin de te reconstruire suite à ça. Déjà, je suis pas une personne qui a énormément confiance en elle, et en plus là, c'est vrai qu'on était au plus bas du bas. Et donc voilà. Et donc lui, mon copain Marie, maintenant, m'a dit, quitte à être là, à rien faire entre guillemets, puisque tu sais pas ce que tu veux faire, pourquoi tu ressors pas ce livre? Il m'en parlait pas mal quand même. Hein. Il me disait mais ressors ce livre du tiroir et envoie-le. Et du coup, il me dit mets-le en auto-édition sur Amazon parce que c'est vrai qu'il y a ça. Et donc j'ai travaillé ce texte, je l'ai mis en page, j'ai créé une couverture et puis je l'ai mis sur Amazon.
comme ça sans réfléchir. Et sachant que là, du coup, ça n'engage entre guillemets à rien, juste à mettre en ligne le manuscrit. Ouais, voilà. Et après, s'il y a des gens qui l'achètent, il est imprimé par Amazon. C'est ça. Alors il y a la version numérique et Ouais. puis la version papier. Et en fait, ça coûte rien, donc c'est eux qui engagent les frais. Il faut savoir aussi parce qu'il y a beaucoup de manières de publier, mais en avançant de l'argent. Et moi, c'était pas possible parce que je n'avais pas. Et donc voilà, et en fait, je poste mon livre comme le ça. 15 août. Ouais, 15 ou le 16, je sais plus, mais en tout cas, effectivement, c'était sans réfléchir. Mais j'ai fait beaucoup de choses sans réfléchir sur ça. Enfin, j'ai réfléchi au titre, j'ai réfléchi à la couverture, mais après, j'ai pas réfléchi à une stratégie, tu vois. Je me suis juste dit que mon objectif, c'était que ce soit lu. Donc, je l'ai mis à 2,99 en numérique. Et après, je l'avais mis, il y a des mécanismes quand même à régler parce qu'il y a un coût de production pour Amazon, donc on peut pas le mettre à 2 € le papier, effectivement. Ouais. Et donc, j'ai mis un prix, comme on apprend à l'école, 9,90, tu vois. Et voilà. Et après, premier commentaire. Donc ça, c'était fou. Et c'est vraiment ça la plus grande émotion parce que souvent, quand je raconte mon histoire, on dit, mais t'as pas l'air contente. Je fais, mais si, mais en fait, c'est vraiment un processus long. J'ai commencé à écrire, il y a longtemps, je l'ai écrit, après je l'ai mis dans un tiroir, après je l'ai mis sur Amazon, j'ai eu le premier commentaire, j'ai eu le premier achat, enfin je veux dire tout ça est un long processus en fait et on oublie souvent quand on regarde le succès entre guillemets des autres personnes que tout ne s'est pas fait un jour du tout, tu vois. Et la personne, le premier commentaire, c'est une personne que tu ne connais pas. Non, ouais. Et tu sais qui c'est ? Non, je sais pas qui c'est. Mais c'est ça aussi que je dis souvent, c'est que le facteur chance, il est indéniable dans toutes les choses que l'on fait. C'est que cette personne l'a lu, il a aimé, il a mis 5 étoiles. C'est-à-dire que j'ai pas que des 5 étoiles. J'ai parfois une étoile sur Amazon et ça aurait été la première lecteur, je pense que ça aurait été presque terminé, en fait, tu vois. Donc ça se joue à rien. Et donc voilà, cette personne a aimé, d'autres personnes ont aimé. Et en fait, j'avais mis mon livre aussi en lecture gratuite pour les abonnés Kindle. Ouais, voilà. Et donc ça aussi c'est une bonne stratégie parce que tous les gens ils s'en fichent de payer, pas payer ce livre, de commencer la lecture de ce livre et puis ils verront si ça leur plaît. Et moi j'avais les stats aussi, donc je voyais que les gens qui commençaient mon livre le finissaient, donc ça c'est quand même c'est super, c'est chouette. Voilà. Et puis du coup ces gens ils peuvent mettre des commentaires. D'accord. Alors qu'ils ont rien acheté et donc ils ont juste payé un abonnement qui leur donne accès à une bibliothèque de livres. Donc là des commentaires et puis donc là tu réagis comment au premier commentaire, tu fais une danse de la joie, tu t'appelles toute ta famille. Non, mais j'étais en vacances avec des amis et je me souviens j'étais là, j'avais vu premier commentaire et je là 5 étoiles et donc j'étais là ouais, t'es trop content, enfin, tu te dis que peut-être il est bien. Parce que jusque-là, tu te dis tout le temps, non, c'est ta mère qui a dit qu'il était bien. D'ailleurs, ma mère n'a pas dit qu'il était bien, mais bon, bref. Elle a dit quoi, ta mère ? Ma mère, elle m'avait dit, on n'est pas très expressif dans la famille, donc déjà, elle m'avait dit que oui, c'était sympa. Et elle m'avait dit aussi que si je voulais, pourquoi je le proposais pas en littérature jeunesse. Alors que c'est pas du tout ce que j'ai écrit, tu vois. Et je sais pas si elle va écouter, mais elle sera hyper, elle va dire, mais non, j'ai jamais dit ça. mais en fait, ça m'avait hyper perturbée aussi en me disant, je sais plus ce que j'ai fait, est-ce que... Ouais, j'ai pas écrit pour cette cible-là. Non, et puis il y y a aussi un mec qui m'a dit une fois, parce que tout le monde te dit je connais quelqu'un et donc il m'avait dit fais-le-moi lire, je connais quelqu'un, je fais passer tout. Et il m'avait dit mais en fait ton livre il est hyper court, c'est même pas un livre, c'est une nouvelle et en fait t'es dans un état de vulnérabilité quand ça te concerne et tes projets que tu es prêt à douter de ça. Et donc je me dis mais en fait j'ai pas écrit un livre, il est trop court, alors que si tu vois il fait. Et puis quand bien même en fait. Ouais, mais en fait non parce que t'es trop vulnérable et qu'en fait tu te sens tellement cœur ouvert, enfin je veux dire tellement ta propre, pour du coup que je disais c'est du A à Z, effectivement c'est du A à Z, donc tu peux pas dire oui mais en fait c'est pas ma partie qui est pas bonne, c'est la partie de Jean-Michel qui travaille avec moi, donc là c'est toi à 100%, donc t'es là tu te dis ok en fait ouais peut-être qu'il est trop court, peut-être qu'il est mal écrit, enfin tout ça c'est toi quoi. Donc voilà, donc bref, et donc on était aux commentaires sur Amazon et donc voilà, et après les ventes elles ont plutôt pris, c'est-à-dire que il y a tellement de livres sur Amazon que même si on en vend 10 par jour, c'est énorme en fait. Donc, c'est un succès. Ouais, voilà. Ouais, j'ai une première maison d'édition qui m'a contactée, c'est une petite maison d'édition, mais bon, pas de problème et tout, et qui m'avait contactée. Et c'est trop bizarre parce que je dis souvent que j'ai pas confiance en moi, mais je me suis dit ce jour-là, attends. Et je sais pas pourquoi. T'as écouté ta petite voix. Parce que finalement, c'était trop bien. C'était une petite maison d'édition, mais il y a aucun souci avec les petites maisons d'édition. Et puis voilà. Donc, mais je sais pas pourquoi je me suis dit, attends un peu, attends. Bon, bref. Et en fait, j'ai eu une deuxième maison d'édition qui m'a contactée, qui était
une maison d'édition, bref. Et donc, pardon. Et c'était un peu long le processus. Elle me disait oui, je commence à lire votre livre, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'hésitais un petit peu. Enfin, j'hésitais pas, j'étais à fond, mais je me disais pourquoi ça va pas plus vite. Donc je la relançais un petit peu, mais j'ai dit peut-être que si elle me dit pas plus, c'est que c'est pas si bien. Donc moi, je suis hyper polie. C'est un gros problème. Je suis trop polie. Je suis trop. Je suis pas du tout culottée. Et donc ça m'énerve. Bon, voilà. Et donc je me disais on va pas faire de bruit. Tant pis, elle me réécrit pas. Enfin, tant pis. Je la relance, mais je vais pas la relancer indéfiniment. J'ai quand même. Je veux pas la déranger. Ouais, je vais pas la déranger. Et puis même, je vais pas non plus. Tu vois. C'est pas si c'est de l'ego, mais tu vas pas te traîner par terre à un moment donné si la personne ne veut pas te contacter. Bon, voilà. Et donc là, par contre, effectivement, il y a Amazon qui m'a proposé une promo. Donc moi, j'étais là, j'étais un peu à bout de souffle aussi parce que c'était baissé le prix de mon livre, donc il y a pas de souci parce que c'est vrai que c'était pas l'objectif de se faire de l'argent, mais tu te dis bon quand même, à un moment donné, c'est toujours à toi de faire l'effort. Tu vois, c'est toi qui subis la promotion entre guillemets. Donc j'avais dit jusqu'au dernier moment, j'avais pas répondu à ce mail, et puis le dernier jour du mail où il m'avait dit répondez avant tel jour, je m'étais dit bon allez, tu dis oui parce que de toute façon c'était stratégie de dire oui à tout. Et non, parce que t'avais dit non maison d'édition. Oui, j'avais rien dit, j'avais pas dit non. D'accord. J'avais dit ok, on se tient au courant. Okay. Et donc et puis tout ça c'est un laps de temps assez court quand même, on n'est pas sur des mois et des mois. Et donc là j'avais dit à Amazon ok pour la promotion, et là il m'avait répondu bon on vous tiendra au courant si c'est bon pour nous. Je suis bon d'accord, j'ai même pas. Merci les gars. Jusqu'au bout c'est même pas moi qui décide en fait. Et en fait ils m'ont même pas tenu au courant, et un jour je me lève parce que je regardais quand même mes ventes tous les jours. Tous les matins je regardais, et là je me souviens c'était un dimanche, genre à 9h je regarde mes ventes et je vois que j'en avais vendu 200 à 9h, tu vois. Alors ce qui est beaucoup. Et donc je me suis dit mais ça doit être de la promotion. Et en fait tout le long de la journée j'en ai vendu beaucoup, et je suis passée dans le top vente à Amazon, et je suis même passée première. Et je me souviens à l'époque c'était Leila Slimani qui était Goncourt, qui s'est très bien vendu, et j'étais avec mon livre à 0,99 en numérique, il y a pas de non plus j'ai pas détourné le Goncourt, mais j'aimais bien, enfin ça me faisait rire de me dire t'es là. C'est une super marque de reconnaissance, c'est super. Ouais. Et donc et c'est suite à ça qu'une troisième maison d'édition m'a contactée, celle avec qui j'ai signé, qui est Albin Michel. Albin Michel, voilà. Et donc là tu publies ton livre puis en auto, il est toujours tu l'enlèves du coup de l'auto-publication. Le contrat d'une maison d'édition, après ça se négocie et tout, mais bon moi j'étais là oui c'est tout ce que vous voulez encore une fois, d'accord. Et donc ils m'ont dit on enlève votre version. Après quoi qu'il arrive on a la version, après c'est de savoir à quel point t'as des droits sur le numérique ou pas. Bon bref. Et donc je signe avec eux, et puis c'est parti. C'est une nouvelle aventure qui s'ouvre. Ouais, mais pareil, ça s'est fait progressivement, tu vois, on est sur une petite maison d'édition, une deuxième maison d'édition, puis une grande maison d'édition, du coup, bien sûr que c'est-à-dire que tu te dis, au moment où je démissionne, on te dit que c'est ça le point final, tu te dis, mais trop cool la vie, mais génial, mais c'est incroyable et tout. Après, ça se fait progressivement, donc tu passes des étapes, et donc t'arrives là, mature, avec ton petit escalier que t'as monté, voilà. Et donc là, tu le publies, il est j'allais dire en kiosque, non, en librairie. Ouais, c'est ça. Il est en librairie. Après, moi, j'ai été, une fois de plus, assez polie, puis t'as la pression aussi des autres, parce que, en fait, la couverture qu'on m'a proposée, elle me plaît pas du tout, de mon livre. Et c'est vrai qu'on croit souvent que c'est les auteurs qui décident, mais pas du tout, c'est eux qui décident de la couverture, et on te propose. Après tu peux dire non, mais c'est vrai que moi on me proposait toujours un peu la même chose, et puis je disais non, et puis en fait on changeait la couleur de la robe, ou je sais pas, bon bref c'était des détails. Et puis au bout d'un moment il y a les gens autour de toi qui te disent mais Sophie c'est quand même Albin Michel, ils doivent savoir ce qu'ils font. Et toi t'es là oui pardon excusez-moi. Donc j'ai dit oui à une couverture qui me plaisait pas du tout, et donc voilà. Mais bon après mon livre était effectivement en librairie, sauf que j'étais pas mais en fait la couverture c'est pas exactement. Ouais, ça a forcément un impact parce que t'étais pas encore un auteur connu. Après il y a peut-être des gens qui ont aimé cette couverture, il y a pas de souci, mais moi ça me correspondait pas. Donc après pour le vendre, le revendiquer, en fait la première phrase que je disais aux gens c'était la couverture c'est pas ce que vous croyez. Et forcément ça parce que la couverture elle peut faire un peu, enfin la première couverture avant qu'il sorte en poche, ça pouvait faire un peu eau de rose. En fait l'histoire d'amour il y en a une, mais c'est pas du tout le sujet central. Et là on était sur un truc assez dégoulinant. Ça dégouline d'amour, c'est beau mais c'est insupportable. C'est ça, c'est très insupportable. Donc voilà, mais bon voilà, et donc l'aventure a commencé. Donc il a été publié, traduit. Alors ça aussi trop bien, en italien. Ouais. Donc publié en Italie, et puis après
Après, voilà, il y a la version poche qui sort, donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. Donc ça, c'était en avril dernier, la version poche. En fait, ça sort toujours plus ou moins au bout d'un an de vie du livre. Ok. C'est re-signé avec une maison d'édition, donc ça c'est sympa aussi, parce que c'est pas automatique, tous les livres en grand format ne sortent pas en poche, donc c'est aussi... ça montre que ça se vend. Ouais, voilà, c'est valorisant, et puis poche, c'est quand même... dans l'esprit, c'est beaucoup de choses. C'est quand même la démocratisation de la littérature dans les années 60, je crois. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi, parce que voilà, c'est quand même devenir accessible à tout le monde aussi, et puis la couverture a changé. Donc voilà. Donc là, c'est publié, et là, tu te dis, je vais enchaîner avec un deuxième roman. Comment tu vis les choses? Alors, oui. Alors, à partir du moment où je suis publiée, je me dis, je vais écrire un autre roman et tout. Donc, t'es motivée, t'as une éditrice, tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper difficile. J'étais enceinte, mais après, c'est pas... de ton premier enfant? De mon premier enfant. Sachant que tu viens d'accoucher du deuxième il y a 2 mois. Même pas un mois. Un mois, oui. Ouais. Et non, mais bon, après, j'ai trouvé ça hyper dur, mais parce que souvent aussi, je dis... j'ai eu la chance de pas échouer, en fait, la chance ou pas, d'ailleurs, justement, parce que dans la vie, on échoue, et du coup, c'est important de se dire que c'est possible d'échouer et de réussir après. Moi, j'avais réussi au premier coup, et je me disais, en fait, c'est peut-être un coup de chance, c'est peut-être... plein de choses, tu vois, moi je suis très tout ça, mais je me dis, est-ce que je suis capable d'en écrire 2? Peut-être pas, alors que si je n'avais peut-être écrit 3 qui avaient été refusés avant d'en écrire un, je me dis, en tout cas, tu sais écrire un livre, tu vois. Donc je me disais, est-ce que je sais écrire vraiment un livre? Est-ce que c'est pas une coup de chance? Comment j'ai réussi à faire ça? Donc beaucoup de doutes. Je pense qu'aussi un enfant, ça perturbe un petit peu sa vie. J'ai trouvé, c'est pas un podcast sur la maternité, mais j'ai trouvé ça assez révolutionnaire d'avoir un enfant, et pas que dans le bon sens du terme aussi. Il y a beaucoup de doutes et tout, donc beaucoup de réflexions, tout ça. Et puis je vivais à Lille par amour, mais j'étais pas très très heureuse à Lille. C'est comme ça. Toutes les plantes ne poussent pas partout, et donc ça m'a paru très difficile d'écrire mon deuxième livre. Donc d'ailleurs, j'en ai écrit un que j'ai pas trouvé bon, puis j'en ai écrit un deuxième, je trouve pas terrible non plus. Bref, c'est hyper dur d'y arriver, en fait. Donc ça a mis du temps. Et celui qui va être publié là bientôt? Oui, enfin j'ai réussi quand même. Je sais que c'est le 4e livre, ou les 2 autres, tu les as un peu... Ouais, ils sont mis de côté. Après, j'ai des brouillons. Enfin, tu vois, j'ai quand même pas toujours commencé et fini. Tu vois, c'est pas la réalité de faire ça. Enfin, peut-être que si, tout le monde fait ça. Et donc là, oui, j'ai quand même réussi. Après, on a déménagé aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que je me sens mieux dans ma vie. Pour moi, c'est important. Je suis pas ce genre de personne qui va écrire au bord de la dépression parce que quelqu'un m'a quitté et que j'ai une maladie incurable. Tu vois, il faut que je sois heureuse pour écrire. Et donc là, j'ai écrit mon second, on va dire, qui va être publié. Donc, mais après, tu vois, en fait, ce que je me dis, c'est que mon 3e, je vais me dire, mais en fait, tu sais écrire 2 livres. Est-ce que tu sais écrire 3 livres? Tu vois, je sais pas, je suis pas du tout écrivain et j'ai pas d'écrivain dans mon entourage. C'est quelque chose qui arrive fréquemment d'en mettre dans les tiroirs. J'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a des gens qui ne doivent pas en mettre dans les tiroirs parce que d'en publier un par an, il faut quand même, faut y aller, quoi, tu vois. Enfin, déjà, si tu fais que ça ou pas, parce que vivre de l'écriture, c'est quand même compliqué. Souvent, il y a des missions à côté ou même un boulot à côté. Et donc, toi, d'ailleurs, tu vis de tes livres? Je sais pas comment on peut dire ça. Maintenant, nous, je fais autre chose. J'écris à côté voilà, parce que c'est compliqué. Et puis, pour le coup, je pense qu'il faut en sortir un par an, ou alors, faut qu'il soit traduit en pleine langue au cinéma, enfin, plein de choses, tu vois. Mais oui, donc faut faire autre chose à côté. Mais ça, c'est pas un problème. Enfin, ça te plaît? Ça me plaît. Ouais. Donc voilà. Et je sais plus ce que je disais. Donc il va sortir. Je suis très comme ça. Je pars dans tous les sens. Et donc il va sortir 1er avril. D'accord. Voilà. T'as le titre ou pas encore? Oui, je l'ai titre, mais je l'ai pas encore dit. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va sortir le podcast. D'accord. Bon, on le mettra sur quand il sortira. Le premier, en tout cas, je le mettrai sur le site du podcast. Il s'appelle Le Pacte d'Avril, que je recommande très très vivement parce que il est plein de fraîcheur et en tout cas, j'ai adoré le lire à sa sortie en poche. Merci. Et l'écriture du deuxième livre, et même des 2, 3, 4, comment tu les as vécus? J'imagine que tous les jours n'ont pas dû être faciles. Non, c'est jamais facile non plus. Il y a des jours de doute. Il y a des jours aussi. En fait, moi, j'écris en ayant une idée, mais pas la fin. Donc déjà, ça aussi, c'est très stressant parfois. Je me dis, mais Sophie, par où tu vas? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi t'as fait ça? Mais en même temps, je sais pas faire autrement parce que je suis quelqu'un
pas très organisée en général. Et donc, souvent, je dis, c'est possible de pas être organisé et d'écrire. Et donc, voilà. Après, il y a une rigueur. Ça, c'est indéniable qu'il faut de la rigueur. Et donc, j'ai fait un peu de la même façon en étant, le matin, tu te lèves, t'écris, et puis tu relis ce que t'as fait la veille pour un peu partir dans la bonne direction. Et puis voilà. Il y a encore eu des phases de doute? Bah oui, parce qu'en fait, moi, une des qualités que j'aime beaucoup chez les gens, c'est la persévérance, et je me trouve pas persévérante. Et en fait, je me souviens, j'ai dit à mon mari, si j'arrive à écrire mon deuxième livre, enfin le publier en tout cas, enfin qu'il soit bon pour être publié, je pourrais être contente de moi parce que j'aurais fait preuve de persévérance, parce qu'en fait, t'en écris un que tu trouves pas bon, deux que tu trouves pas bon, qui sont pas terribles effectivement, tu te dis mais en fait, comment je vais avoir les ressources de retenter une troisième fois, tu vois. Et franchement, c'était hyper dur. Et lui, comment il réagissait quand il disait ça? Il disait, mais s'il le faut, ils sont bons, tes livres. Enfin, c'est peu compréhensible, en fait. C'est quand même avec le plus grand soutien, parce qu'il me soutient à 100%. Parce que lui, il est entrepreneur. Ouais, ça doit aider quand même. Donc, il a l'âme de créer. En fait, ouais. Franchement, écrire un livre, c'est une forme d'entreprise comme une autre. C'est une micro-entreprise. Ouais. Et donc il comprend aussi, parce qu'en fait, lui aussi, quand au tout début, c'était les mêmes galères, en fait. Il y a des gens qui croyaient pas en lui, il y a des gens qui, enfin, c'est voilà, en fait, on voit toujours le point final, mais la première phrase, elle est toujours compliquée, en fait. Ouais. Du coup, c'est quand même enfin, j'imagine, vous pouvez vous entraider, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas du tout l'univers de l'autre. Et mais je trouve ça parfait, en fait, parce que je pense que ça m'embêterait qu'il soit aussi écrivain, parce que ce serait trop proche, en fait. Ouais. Et en même temps, il est un peu un pied dans le milieu, dans le sens où il crée, il a les mêmes problématiques que moi. Parfois, le soir, il rentre, il est dépité, et moi, parfois, le soir, c'est moi qui suis dépité de ma journée. Je dis, en fait, ce que j'ai pas écrit, ou j'ai peu écrit, ou ce que j'ai écrit, c'est nul. C'est horrible, en fait. T'as des journées où tu te regardes et tu dis, en fait, j'ai à l'échelle de moi-même, j'ai rien fait. Alors que quand t'es dans une entreprise, parfois, tu fais pas grand-chose, mais c'est pas pareil. Parce que c'est pas pareil. Alors que là, t'es face à toi-même, t'es ton propre boss, et donc, il y a chacun qui fait le coach de l'autre. Ouais, donc on s'arrange pour avoir un peu, non, ce soir, c'est moi, d'accord. Ouais. Ouais, mais du coup, on soutient, et puis on se comprend. Ouais. Ouais, je pense que, qui est essentiel, pour soutenir l'autre, c'est de comprendre, par là où il passe, et pour trouver les mots justes. Ouais. Bon, après, ça reste, on est quand même très seul. Enfin. Ouais. Comme dans la vie. Je vais plomber l'ambiance. Mais... Et donc, j'ai réussi. Donc, cool. Et donc, il sort le 1er avril. Et puis... Aux éditions Flammarion, ouais, cette fois-ci. C'est ça, Flammarion. Une éditrice que j'aime beaucoup. Et parce que c'est très important aussi. C'est vrai qu'avec le recul, au début, quand on choisit une maison d'édition, on le choisit... Enfin, moi, j'avais choisi un peu en me disant, il croit en moi, puis c'est tout, quoi. En fait, il y a beaucoup de paramètres. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'en fait, je suis une jeune auteure, et donc j'ai besoin d'un vrai coach, de quelqu'un qui croit en moi, qui se dise que un jour je vais sortir le livre incroyable et qui va me pousser dans tout ça. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et je discutais avec d'autres auteurs où les problématiques sont pas les mêmes, parce que ils sont beaucoup plus sûrs d'eux. Ils sont pas dans cette phase de leur vie en doute. En fait, ils savent qu'ils savent écrire. Et donc voilà, moi je sais encore, même là, je me dis, est-ce que je sais écrire? Donc moi j'ai juste besoin de quelqu'un qui me tient à bout de bras et qui me dit, mais si tu sais écrire, tu vas écrire, et ça va aller qu'en progressant et de mieux en mieux. Et t'as d'autres passions, notamment les dessins? Tu fais des petits dessins sur Instagram? Ouais. Bon, après ça reste très modeste, mais en fait je rêverais de faire une BD. Mais même si je fais une BD, c'est pas moi qui déciderai, mais je pense. Mais donc j'aime beaucoup le dessin, c'est un art. Tu sais, parfois quand on te dit si tu devais avoir un talent, n'importe lequel, ce serait de chanter. Moi, ce serait de dessiner. J'adorerais savoir dessiner. Et donc je m'étais dansée parce que j'aime beaucoup les personnages en général. Moi, ce que j'aime le plus dans un livre, c'est développer le personnage. Et donc je m'étais dit, je vais créer des petits personnages en créant des points. Des traits de personnalité un peu atypiques, parce que c'est vrai que je me souviens, ça m'était venu à l'idée parce que ma mère, elle me disait, je déteste les montres arrêtées. Et je suis là, mais c'est trop drôle de dire ça. C'est trop bizarre. En fait, on est tellement tous uniques dans ce qu'on est et on se rend pas forcément compte. Et puis, c'est ce qui fait un personnage. Et donc, je m'étais lancée dans ça, à dessiner des personnes et à écrire des points sur eux. Genre, moi, ce que je fais aussi, c'est que souvent, quand je me balade à la rue, je compte les nombres d'étages qu'il y a dans les immeubles. Et en fait, on fait tous des trucs un peu bizarres qui sont hyper...
Pour nous, c'est rien, mais pour les autres, c'est hyper sympa. Et donc, c'était des personnages comme ça que je créais. Et puis après, ça me donne de l'idée aussi dans mes personnages, en fait, pour mes livres. Donc c'est si on veut suivre le compte Insta, c'est Oh les petits portraits. Ouais, c'est ça, mais c'est pas une activité folle. Hein. Non, mais c'est un petit side project. Oui, ça fait partie de moi. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc dans ton choix de vie, il y a eu des renoncements, j'imagine, parce que qui dit choix dit renoncement. Ouais. Quels ont été les tiens? Par exemple, quand j'ai démissionné, j'avais l'impression que, en fait, c'était très dur de renoncer à la voie toute tracée en me disant, voilà, souvent je fais ce parallèle avec un courant marin dans lequel on est. J'en parle souvent comme dans Nemo où on est dans le courant, les tortues qui sortent pas. Et moi je trouve vraiment que c'était ça parce qu'en fait une école de commerce on nous fait des promesses et donc de sortir du courant pour moi c'était renoncer à cette promesse là. Et puis c'est vrai que j'avais très peur la RH qui te dit un jour ok quelle est la cohérence de votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait, et de se dire en fait non j'ai un gros trou parce que j'ai écrit un livre, ça me stressait. Donc il y a eu ce renoncement aussi. Alors aujourd'hui je le vis beaucoup moins comme un renoncement. Sur le moment j'étais là mais en fait je suis en train de tirer un trait sur mes études, sur le marketing parce qu'en fait dès que tu sors t'es plus dans le coup quoi. Et en fait aujourd'hui ça me paraît fou parce que ce que je trouvais trop bien à la sortie de l'école c'était d'être dans une grande marque. Par exemple je me souviens je travaillais en stage chez Schweppes et je trouve ça trop bien. Et aujourd'hui je trouve ça pas du tout trop bien. Je trouve ça nul de faire, enfin pas nul, là, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas c'est les rêves changent. Voilà, les rêves changent. C'est pas un accord avec moi aussi de contribuer à la consommation. Alors que pour moi, c'était j'étais dans l'équipe Schweppes de France. Enfin, tu vois, ce côté basket, tu vois, un peu. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Je serais plus dans, justement, après, j'aime bien le commerce et tout. Je trouve ça sympa, mais pas dans la consommation parce que j'ai changé et que c'est plus mes valeurs. Ouais. C'est tout. Ouais, c'est pas grave de changer et on a le droit d'avoir, les envies qui changent, et ça je pense que c'est quelque chose qui est souvent difficile à accepter, de se dire moi je vois en l'occurrence je rêvais d'être VP marketing et en fait il y a un moment non, c'est plus ça qui est fait pour moi, et clairement il faut l'assumer, le vivre. Moi je sais que je l'ai vécu comme un deuil le truc, mais en fait il y a un moment faut écouter, faut s'écouter quoi. Et c'est vrai qu'en fait ça me paraît fou maintenant d'avoir pensé ça, que c'était catastrophique de sortir de sa voie. Mais bon, après, je dis toujours c'est encore compliqué parce que souvent aussi, ce que je dis, c'est toujours cette idée de pression sociale qui continue. C'est que je vois autour de moi les gens, parce que forcément mes amis c'est un peu dans le commerce, et donc je les vois évoluer hiérarchiquement, avoir des personnes en dessous, des personnes en dessus, d'avoir le salaire qui évolue, d'avoir des responsabilités. Et moi je me dis, en fait, moi j'évolue. Enfin, je peux complexer en fait de me dire, ils ont des postes qui sont importants, et puis. Mais en fait, donc non, je suis pas apaisée à 100%. Je suis pas sûre qu'on le soit jamais. Mais bon, c'est comme ça. C'est un rêve aussi. Eux, ils le voient comme ça, en fait. Ils se disent, mais en fait, toi, tu réalises ton rêve. Oui, mais bon, enfin, c'est pas tous les jours un rêve, en fait. Donc bon, on verra. Ouais, Puis j'écrirai peut-être pas toute ma vie. Peut-être que j'écrirai autre chose. T'as des idées tu te dis, peut-être qu'un jour je ferai autre chose ou... Déjà, je peux écrire autre chose aussi dans le sens scénario, théâtre, ça me dirait bien. Scénario, surtout. Et mais après, ça me plaît toujours aussi de créer un commerce, tu vois. Enfin, un commerce ou même une marque, des choses comme ça, mais avec les valeurs qui m'iraient. Donc ça, j'y pense toujours. Je me dis toujours, je vais ouvrir une épicerie italienne, tu vois, genre de trucs comme ça. Après, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus dur que. Tu sais déjà vendre du fromage. Je sais vendre du fromage. Je sais le couper. Je sais dire avec ceci. Donc ça peut marcher. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Je crois que c'est ce deuxième livre d'avoir réussi alors que c'était hyper dur. Parce qu'il y a eu 1000 raisons d'abandonner et que c'est toujours plus facile d'abandonner et que c'est un rêve quand même qui continue d'écrire et d'être publié. Parce qu'en fait, si jamais on écrit un livre, même si on a une maison d'édition, si on propose un livre nul à sa maison d'édition, elle va pas le publier. En fait, c'est ça la réalité. Et donc d'avoir quand même de m'être surpassée parce que j'étais vraiment franchement j'étais fatiguée de ça, de pas retrouver mon écriture et ma créativité ou peu importe. Et donc d'avoir quand même malgré tout continué, j'en suis assez fière parce que je trouve que c'est quelque chose, c'est pas être allé contre nature mais un petit peu quand même, tu vois. Et je trouve que dans la vie c'est ça le plus dur, c'est de faire un truc qui est facile, c'est pas compliqué en fait. Oui, enfin ok, cool, bravo, mais de faire un truc qui t'a demandé de la sueur
et de surpasser tes doutes, ça c'est sortir de sa zone de confort. Ah ouais, mais plus encore, tu vois. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux personnes qui ont envie de se lancer, un conseil que des personnes que tu aurais aimé qu'on te donne et qu'on ne t'a pas donné? C'est ça, c'est ce côté-là, tu vois, de voir le succès des gens. En fait, j'ai une image que j'adore, que j'aurais dû apporter, mais que j'ai pas apporté, mais que tu pourras peut-être mettre. C'est une petite BD où on voit une personne, sa tête c'est un Rubik's Cube, tu vois. Et dans la première image, c'est un grand bazar, donc t'as toutes les couleurs, donc toutes mélangées. Et il voit une photo de lui. Et en fait, il regarde... Attends, je sais plus quoi c'est exactement, mais en fait, la dernière case, c'est le Rubik's Cube qui est parfaitement mis. Et il regarde la photo où il avait le grand bazar dans sa tête. Il se dit, mais si un jour, j'avais su que j'arriverais à ce point, bah, j'aurais pas été stressée du premier point. Mais en fait, on est forcément stressé quand on commence quelque chose, on est forcément en doute. C'est juste que tu vois, c'est toujours si on se regarde dans le futur, on se regarde dans le passé, on se dit, bah, en fait, il y avait pas de raison de s'inquiéter. Sauf que ça, on peut pas le savoir. Donc, il faut juste se dire aussi qu'on se lance aussi. Peut-être un jour, on se regardera en se disant, mais c'était pas la raison de s'inquiéter. Et moi, je trouve que ça m'est arrivé parce qu'en fait, quand je me suis lancée, j'avais aucune idée d'où j'allais. Et si je me regarde aujourd'hui, et que ma mère me disait, je me souviens, je disais à ma mère, mais maman, tu verras quand je serai chez Ruquier, mais exprès pour la provoquer parce qu'elle était là, mais dans quoi tu t'es lancée? Elle me disait, mais tu seras jamais chez Ruquier. Je fais, mais je sais très bien que je serai jamais chez Ruquier, mais. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On sait pas, mais. S'ils nous écoutent, ouais, on sait jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que faut bluffer avec soi-même parfois aussi, et se dire que on le fait pour des raisons. Commencer par pallier, ce que je dis souvent aussi. En fait, c'est pas à pas. Enfin, il faut pas réfléchir. Il y avait une phrase de Grand Corps Malade, je saurais pas la redire exactement, mais qui disait, si j'avais pensé, mon objectif était de remarcher un jour, j'aurais jamais réussi. Mais si l'objectif était de juste faire un pas, ben oui, j'y arrivais. Et moi, mon objectif, c'était de chaque jour d'écrire 1000 mots, dans l'objectif d'écrire un livre, mais chaque jour, c'était écris tes 1000 mots, Sophie. Et c'est bien aussi de se faire des petits objectifs, de pas se faire des objectifs. Évidemment, si j'avais commencé en me disant, mon objectif était d'être publié chez Albin Michel, bah non, j'aurais vite déjanté en me disant, mais Sophie, pas déjanté, déchanté. Voilà, les deux peut-être. Ouais. Et voilà. Donc ça, c'est plein de conseils que je viens de donner en désordre, mais vous les prenez comme ça. À l'image de ce qui se passe dans ma tête. Et ta maman, justement, tu disais qu'elle te disait, mais ma fille, tu seras jamais chez Ruquier. Comment tu le vis quand ta maman elle te dit ça? Non, mais je comprends 1000 fois qu'elle dit ça. En fait, ma mère, elle est très inquiète qu'on puisse être déçu. Je pense, elle se disait, mais j'espère, je pense qu'elle se dit, c'est la protection. Ouais, et puis, j'ai beaucoup de second degré, et ma mère n'a pas ce genre d'humour-là, c'est pas son type d'humour. Et donc, du coup, pour elle, peut-être que c'était sérieux, tu vois, et donc, elle me disait, mais la pire chose qui puisse arriver, mais c'est vrai, quand on est mère, on se dit, la pire chose qui puisse arriver à ses enfants, c'est d'être déçu. Et donc, peut-être qu'elle se disait que j'y croyais vraiment, alors que j'y croyais pas du tout, et j'y crois toujours pas, mais ce que je voulais juste la provoquer un petit peu, parce que j'aime bien faire ça, et donc, et puis c'est pas sa personnalité. C'est vrai que c'est des choses bêtes, mais pour elle, prendre le train pour venir me voir d'Albi à Paris, c'est compliqué, tu vois. C'est pas un truc qui lui appartient dans sa éducation, dans sa vie. Donc, je comprends aussi que la zone d'inconfort que peut être d'écrire un livre comparé à juste prendre un train, ça soit, mais pour elle, inimaginable en fait. Ouais. Voilà. À qui tu as envie de dire merci avant qu'on se quitte? Et pourquoi? À mes parents, quand même, malgré tout. Enfin, même pas malgré tout, c'est horrible d'avoir dit ça, mais c'est parce que même si c'est pas si c'est pas quelque chose qui leur ressemble et tout, ils ont quand même toujours été là, et ils sont toujours, et je trouve que c'est fou d'avoir donné ces armes-là à des enfants quand c'est si loin de ce qu'on a pu connaître. Et après, bien sûr, à mon mari qui franchement, le livre serait resté dans le tiroir. Donc voilà, et puis même aujourd'hui, il continue de me valoriser, de croire en moi, et c'est important parce qu'il y a des jours où on croit plus en soi du tout, quoi. Ouais. De bien s'entourer, c'est quand même parce que dans mon parcours, il y a eu beaucoup de personnes qui ont pu vraiment me faire douter.
mais pas volontairement aussi. Il y a des gens qui se font douter parce que c'est pas leur vie et que eux ils disent ça d'une phrase un peu détachée et toi c'est ta vie, donc t'es là mais c'est horrible ce que tu viens de me dire et eux c'est juste une phrase comme ça dans leur vie qui a pas compté. Ouais, il faut croire en sa bonne étoile, enfin croire en son intuition. C'est ce que disait d'ailleurs Pénélope Boeuf de l'épisode numéro 1, où elle disait que quand elle a lancé son podcast de l'arnaque, qui maintenant il y a des millions d'écoutes, au début les gens lui ont dit mais attends t'as un format de 4 minutes, mais enfin c'est n'importe quoi ton truc. Moi j'ai eu ça aussi en fait, ça arrive tout le temps en fait et c'est juste je sais pas si j'ai cru en moi, enfin c'est juste que de toute façon mon objectif c'était de finir mon livre, donc bon peu importe, et puis effectivement c'est totalement contradictoire en fait, et puis quand je dis aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient qu'ils avaient écrit un livre, on se rend compte aussi qu'ils ont écrit un livre mais il y a toujours un mais, tu vois. Je me souviens d'un mec qui m'avait dit il parlait d'écrire un livre, parce qu'il disait qu'il avait une enfance incroyable, une vie incroyable, c'est une personne âgée qui me disait ça, et puis dernière phrase qu'il me dit, il faut juste que je trouve quelqu'un pour l'écrire. Mais en fait, donc en fait, entre ce que disent les gens, autant pour ce qu'ils disent par rapport à nous, dans ce qui peut nous décourager, autant ce qu'ils disent par rapport à eux-mêmes. En fait, moi, je suis très honnête envers moi-même, donc je me voile pas trop la face. Mais il y a plein de gens qui se la voilent et qui, du coup, nous voilent la face aussi à nous, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont des pros et qui vont, c'est typiquement l'exemple de Pénélope où c'était des pros mais en fait, il y a un moment, c'est ça le monde. Enfin, on a le droit de créer des nouvelles choses, sinon on n'inventerait plus rien de nouveau et les choses n'évolueraient pas. Donc en fait, c'est savoir se faire confiance en fait. Puis il faut faire attention à la nature humaine parce que même nous, on a des côtés noirs. En fait, on n'est pas toujours exemplaire. Moi, je lutte aussi parfois pour pas être une mauvaise personne. Enfin, tu vois, il faut juste se dire que peut-être un pro qui voit arriver une Pénélope avec son podcast, est-ce qu'il a envie de l'aider? Enfin, il y a des gens qui sont pas bons au fond, tu vois, et donc il faut prendre conscience que s'entourer des bonnes personnes, parce que les autres, on sait pas ce qu'elles ont au fond, tu vois. Ouais. Je dis beaucoup, tu vois. Mais... Ouais. Je vois quand même. Merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme je vous le disais, je vous recommande très vivement le premier roman de Sophie, Le Pacte d'Avril. J'ai eu le plaisir de le lire il y a désormais 1 an, un vrai bol de fraîcheur. Au vu du contexte actuel, la publication du 2e roman de Sophie a été décalée au 3 juin prochain. La bonne nouvelle, c'est qu'entre-temps, nous avons le droit de connaître le titre. Il s'agit de La somme de nos vies. Comme on dit dans le Sud, il me tarde de pouvoir le lire. Je vous mets tous les détails et les liens sur pourquoipasmoi.co et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?